Comment penser la marche du monde avec ses inégalités, sans regarder du côté de ceux qui détiennent la fortune et les rênes de l'économie? Si la noblesse et ses privilèges ont été mis à mal avec la Révolution française de 1789, on a pourtant l'étrange sensation qu'elle se perpétue sous des formes plus discrètes, construisant inéluctablement la reproduction des rapports sociaux de domination et d'inégalité. De vos travaux sur la grande bourgeoisie, on découvre la manière dont les plus fortunés opèrent pour faire en sorte que ces inégalités économiques, culturelles et symboliques puissent perdurer et s'installer dans notre paysage physique et mental comme une évidence. Il importe d'en détailler les aspects. Une multitude de cercles nationaux et mondiaux, un sens de l'entre-soi et de la transmission, une alliance avec les médias, avec le politique, illustrée notamment par vos travaux sur la présidence de Nicolas Sarkozy. Et surtout une forme d'habileté frisant parfois le cynisme pour des discours et des actes qui laissent à penser qu'ils agissent au service du bien commun. Ce qui est parfois vrai pourtant. Vous n'éludez pas le fait d'avoir rencontré des gens bien. Mettre à jour les modes de vie et les tractations de ce petit monde ne doit pas être de tout repos quand on est chercheur. Pouvoir s'introduire dans ce qui parfois fait penser à des sociétés secrètes suppose sans doute de se déloger de son origine sociale et de ses préjugés. Cela pose en tout cas la question de l'équilibre social et de la manière dont on s'accommode les uns les autres de ces disparités. Il est curieux de constater que ce monde pétri de toutes ces inégalités puisse s'installer comme une évidence. Voit-on ainsi par exemple que la couverture du périphérique parisien à l'ouest diffère tellement de celle de l'est. Votre travail nous permet de comprendre la manière avec laquelle les plus fortunés ordonnent le monde à leur profit et pose la question des formes d'ostracisme social qui en découlent, pour reprendre un de vos termes. Il y a sans doute à penser à ce qui organise les formes de l'acceptation de leur domination. D'abord, leur richesse fait aussi tourner le monde, malgré les paradis fiscaux. Et puis le formidable sentiment de supériorité qui anime les riches a son corollaire. Les autres se ressentent comme inférieurs et intériorisent cette condition. L'attrait pour l'argent et les richesses semble aussi, malgré les inégalités, un bien commun à tous. Il se double d'une fascination pour la domination culturelle et sociale des riches. Qui ne s'éblouit en effet de côtoyer la richesse et la culture des hommes puissants, comme si une part de leur bonne fortune nous revenait sous cette forme? Je souscris ainsi très volontiers au point de vue qui soutient vos travaux, d'autant plus que vous vous en référez aussi à Freud, à savoir que la connaissance de ce monde de dominants, au final, peut permettre, je vous cite, de mieux se connaître soi-même et de mieux comprendre sa place en contribuant à démystifier la violence symbolique subie dans cette rencontre. Alors que faire? Comment éviter la guerre des classes pour s'inscrire à nouveau dans la lutte des classes? Retrouver un équilibre, éviter une société irrémédiablement fracturée. Face à ces riches que vous décrivez, il est possible de se sentir perdu. Pourtant, vous avez une proposition. Il n'y a, dites-vous, qu'à suivre leur exemple. De cela, vous pourrez nous dire un peu plus.